Plus de 4 ans après la disparition inexpliquée de Delphine Jubillard, de nouveaux éléments troublants relancent une affaire qui semblait résolue. Une conversation enregistrée entre prisonniers, une pelleteuse disparue, une maison en construction, et cette théorie glaçante, le corps de Delphine serait-il caché sous une dalle de béton? Alors que l'enquête est close, le tribunal a décidé de rouvrir le dossier. Un tournant décisif? Dans cette vidéo complète, nous examinons en détail les dernières révélations, des témoignages inédits, des comparaisons avec d'autres affaires similaires et les enjeux considérables du procès à venir. Laissez-nous vos commentaires, théories plausibles ou simples coïncidences. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour suivre chaque développement de cette affaire hors du commun et à activer la cloche pour ne rien manquer. Regardez la vidéo en entier, car chaque détail compte. Quand la lumière revient, mais les choses tournent dans l'autre sens. Plus de 4 ans se sont écoulés depuis la mystérieuse disparition de Delphine Jubillard, l'infirmière de 33 ans disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. 3 années marquées par des recherches intensives, des recherches infructueuses et surtout une enquête à laquelle manque toujours un élément central, le corps de la victime. Et alors que le calme aurait dû revenir, étape logique d'un processus complexe, la tâche reprend. La surprise vient d'un lieu véritablement sauvage lorsqu'elle est révélée, une prison. Dans un parloir de la prison de Cessay, au sud de Toulouse, un ancien détenu de Cédric Jubillard, un certain Salem, est choisi pour tenir des propos dérangeants à sa propre mère. L'homme, aujourd'hui en garde à vue pour tentative de meurtre, a été choisi pour donner sa version officieuse des faits dans cette conversation enregistrée. Une version qui suggère une complicité dans la disparition de Delphine. L'entretien, enregistré dans le cadre d'une procédure de garde à vue de routine, a soulevé un soupçon tenace. Cédric avait bénéficié d'une assistance pour assurer la sécurité de sa femme. Ce qui est remarquable dans cette nouvelle révélation, c'est la précision avec laquelle les preuves sont présentées. Salem évoque la possibilité qu'un appareil ait pu être utilisé dans la voiture pour la faire fonctionner. Cette version est plausible puisque Delphine a disparu dans le très court laps de temps entre son coucher et l'appel de Cédric à la police pour signaler sa disparition. Cependant, le sanatorium n'a jamais retrouvé aucune trace ni aucun indice des déplacements du véhicule du couple. L'hypothèse d'un véhicule utilitaire appartenant à un tiers pourrait donc expliquer l'absence de preuves dans les plus belles voitures de la famille. Et ce n'est pas tout. 2 noms précis ont été mentionnés dans cette conversation. Ces noms ne sont pas inconnus des enquêteurs. Il s'agit de personnes interrogées lors de l'enquête initiale, mais rapidement mises hors de cause faute de preuves. La rumeur de complicité n'est donc pas nouvelle, mais elle a atteint une ampleur inédite. Le système de conseil ne peut continuer à l'ignorer, surtout alors qu'un procès majeur est en cours. C'est pourquoi, en mars 2025, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Toulouse a décidé de rouvrir partiellement le dossier. Une décision décisive pour un service aussi prestigieux, d'autant plus qu'une nouvelle audience formelle verra Cédric comparaître devant le tribunal du Tarn en novembre 2023. Ces informations complémentaires constituent une étape privée importante. Elles démontrent que le système judiciaire actuel est suffisamment sérieux pour justifier une enquête plus approfondie. Parmi les nouvelles pistes explorées figurent des témoins jusqu'alors inconnus qui devraient être traduits en justice dans les prochaines semaines. L'un d'eux est particulièrement remarquable. Un individu qui se serait porté volontaire début mai 2025 pour un incident troublant. Il affirmait qu'une mini-pelle avait été volée sur le chantier d'une maison en construction à quelques kilomètres de la maison familiale Jubillard. Ce détail en apparence anodin prend une toute autre dimension au vu de l'expertise de Cédric dans le secteur de la construction. Il était maçon, théoriquement expérimenté sur les chantiers et les travaux lourds, et il aurait dû avoir suffisamment de connaissances pour dissimuler définitivement cette information. Cependant, l'homme a prévenu qu'il était impossible de vérifier l'affaire à l'époque. Sa déclaration est intervenue après la clôture de l'enquête, ce qui l'empêchait juridiquement d'être pris en compte dans le projet initial. À la discrétion du directeur du service, le témoin a finalement été interrogé et sa version des faits a été comparée aux faits établis. Sa déclaration pourrait marquer une étape décisive. Autre témoin surprenant, une voyante. Oui, vous avez bien lu. Cette femme aurait contacté les enquêteurs à plusieurs reprises, affirmant que la lumière indiquait l'emplacement du corps de Delphine, qu'elle avait enterré dans une décharge près du centre communautaire. Si ce type de témoignage peut paraître incroyable, le bâtiment a été documenté, et parfois même vérifié comme étant une solution de chambre à coucher. Plusieurs projets ont été développés révélant des révélations surprenantes. L'ensemble de ces éléments dessine un nouvel horizon pour une affaire que beaucoup pensaient dû figer. La réouverture de l'enquête, même partielle, démontre que la justice ne ferme pas la porte aux zones d'ombre. Elle indique aussi que, malgré l'absence de corps, malgré des preuves matérielles faibles, la machine judiciaire avance, alimentée par les bribes de vérité recueillies au fil des années.
Reste à savoir si ces nouvelles auditions, ce supplément d'enquête et cette piste du béton déboucheront sur une réelle avancée. Car à ce stade, l'opinion publique, elle aussi, vacille entre deux sentiments. Le doute face à une instruction qui s'étire sans fin et l'intuition de plus en plus partagée que Cédric Jubillard cache encore quelque chose. Quand l'affaire Jubillard croise celle d'Aurélie Vaquier. La piste du béton, relancée par un témoignage de dernière minute, a fait ressurgir dans la mémoire collective une autre affaire tout aussi troublante, celle d'Aurélie Vaquier. Là encore, il s'agit d'une disparition en apparence banale, presque silencieuse, survenue à Bédarieux, dans l'Hérault, au début de l'année 2021. Là encore, les proches s'inquiètent de ne plus avoir de nouvelles, mais l'entourage tente de banaliser. Le compagnon de la jeune femme, lui aussi très discret, explique que sa conjointe est partie de son plein gré. Fatiguée de son quotidien, désireuse de faire une pause, un récit fragile mais plausible. Sauf que les jours passent, puis les semaines, sans aucun signe de vie. Et puis, le 7 avril 2021, un fait bouleversant survient. Alors que des ouvriers effectuent des travaux dans la maison qu'Aurélie partageait avec son compagnon, ils découvrent un corps sous une dalle de béton, coulé récemment dans le salon de la maison. C'est le choc. Le corps est identifié comme étant celui d'Aurélie Vaquier. Étouffée, recouverte de béton, laissée là, sous les pieds des vivants. Le principal suspect ? Son compagnon, bien évidemment, qui devient immédiatement la cible de la justice. Pourquoi ce cas refait-il surface dans le contexte de l'affaire Jubillard? Parce qu'il révèle une mécanique du crime qui peut sembler, en théorie, improbable, mais qui, en réalité, s'est déjà produite. Celle d'un homme qui, disposant de connaissances dans le bâtiment, choisit de cacher un corps dans une dalle de béton pour échapper à la justice. Un mode opératoire aussi effroyable qu'efficace. Il évite les promeneurs, les fouilles aléatoires, les chiens renifleurs. Il se fond dans le quotidien, devient invisible. Et surtout, il dure. Dans l'affaire Vaquier, la victime est restée introuvable pendant plus de 2 mois, alors qu'elle gisait sous les pieds de ceux qui vivaient de là. Ce parallèle jette une lumière froide sur l'affaire Delphine Jubillard, car Cédric lui aussi connaît le bâtiment. Il est peintre plaquiste, habitué aux chantiers, aux rénovations, aux finitions. Il sait manier les outils, il sait où se procurer les matériaux, il sait comment faire proprement et rapidement. Rien dans son parcours professionnel ne l'empêcherait de creuser, couler, camoufler. Il ne s'agit pas d'accusations gratuites, mais de projections techniques. Si un tel scénario devait être envisagé, il serait parfaitement crédible dans le contexte de cette affaire. Et justement, cette fameuse maison en construction mentionnée par l'un des nouveaux témoins, celle où une mini-pelleteuse aurait disparu en décembre 2023, sème le trouble. Si ce chantier se trouve à proximité du domicile conjugal, si son accès est relativement libre, et surtout s'il est resté hors du radar des enquêteurs pendant 3 ans, alors il devient un lieu de très grand intérêt. Car s'il existe une possibilité, même infime, que le corps de Delphine ait été dissimulé sous une dalle fraîchement coulée dans ce chantier, cela justifierait immédiatement une fouille, voire une destruction partielle du site. Il ne faut pas oublier que dans l'affaire Vaquier, l'erreur fatale du compagnon a été de couler une dalle dans une pièce habitée, dans leur propre maison. Un choix imprudent qui a accéléré la découverte du corps. Dans l'affaire Jubillard, s'il y a eu dissimulation, alors le choix d'un chantier tiers, à l'abri des regards, dans une maison non encore terminée, serait bien plus malin. Cela exigerait un déplacement, un transport discret, d'où l'hypothèse du véhicule utilitaire évoquée dans la conversation de Salem. Mais cela expliquerait aussi pourquoi le corps de Delphine n'a jamais été retrouvé malgré les battues massives, les drones, les chiens et les plongeurs. Il faut aussi se pencher sur la psychologie du suspect. Dans les 2 affaires, il s'agit d'hommes qui vivent encore dans les lieux communs, qui cherchent à faire croire à une disparition volontaire, qui répondent peu aux questions ou de manière évasive. Dans le cas de Cédric Jubillard, il y a eu, dès le début, des incohérences dans ses propos, une certaine nonchalance face à la disparition de son épouse et surtout, une absence de participation active aux recherches. Beaucoup s'en sont émus. Peut-on y voir un aveu silencieux? La justice, en tout cas, ne l'a pas ignoré. En mettant côte à côte ces 2 affaires Besséia, Vaquier et Jubillard, on mesure à quel point le scénario de la dalle de béton, aussi glaçant soit-il, est loin d'être fantasmatique. Il a existé, il a été jugé, il a été documenté. Dès lors, il devient logique pour les magistrats de reconsidérer sérieusement cette hypothèse. Car s'il existe un point commun aux 2 drames, c'est le silence des morts et la ruse des vivants. Le chantier où aurait disparu cette pelleteuse doit donc faire l'objet d'une attention particulière. Il ne suffit pas d'avoir un témoignage, encore faut-il que ce dernier soit pris au sérieux, qu'une enquête de terrain soit menée, que des vérifications techniques soient effectuées. Y a-t-il bien eu coulé de béton à cette période? Qui a eu accès au site? Les fondations ont-elles été recouvertes depuis? Existe-t-il des permis de construire, des rapports de chantier, des anomalies dans les matériaux utilisés? Autant de questions que l'instruction devra désormais creuser, au sens propre comme au sens figuré.
Ainsi, tandis que la France entière attend le procès de Cédric Jubillard prévu fin 2024 ou début 2025, l'enquête pourrait bien connaître un rebondissement aussi inattendu que décisif. Car si une nouvelle fouille devait confirmer la présence d'un corps, dissimulé sous du béton, alors ce serait le premier élément matériel solide de toute l'affaire. Et peut-être la clé de la vérité tant recherchée depuis 3 longues années. Entre révélations inattendues et justice suspendue, à mesure que les ramifications de l'affaire Jubillard s'étoffent, une question essentielle persiste, presque obsédante. Pourquoi, après tant d'années, n'a-t-on toujours retrouvé aucune trace tangible de Delphine? Pas de corps, pas d'ADN, pas d'armes, pas de scène de crime identifiée. Et pourtant, la justice reste convaincue que son mari, Cédric Jubillard, est au cœur du drame. Cette conviction, qui justifie aujourd'hui encore son incarcération en détention provisoire, repose sur un faisceau d'indices, de contradictions, de comportements jugés suspects, mais aucun fait irréfutable. Et c'est précisément ce flou, ce vide, qui rend l'affaire si complexe et si singulière. Car malgré l'absence de preuves matérielles directes, le maintien de Cédric derrière les barreaux n'est pas anodin. Depuis sa mise en examen en juin 2021, 9 demandes de remise en liberté ont été formulées par ses avocats. Toutes ont été rejetées, y compris par la Cour de cassation. À chaque fois, les magistrats ont estimé que le dossier contenait suffisamment d'éléments à charge pour justifier la détention. Ce n'est pas une décision légère, dans un état de droit. Cela indique qu'en coulisses, les juges ont perçu une cohérence dans l'ombre, une logique criminelle sans aveu mais dont les contours se précisent peu à peu. Le témoignage évoquant une mini-pelleteuse disparue et l'éventuelle dissimulation d'un corps sous une dalle de béton représente à ce jour l'un des éléments les plus concrets de ces derniers mois. Cette information pourrait constituer un tournant, mais à condition qu'elle soit vérifiée sur le terrain. Fouiller une maison en construction, qui plus est habitée ou en voie d'achèvement, n'est pas une mince affaire. Il faut des autorisations, des moyens techniques lourds, et surtout, une forte certitude pour justifier un tel acte destructeur. La justice est donc face à un dilemme: prendre le risque d'endommager un bien privé sans certitude ou laisser passer une occasion potentielle de découvrir la vérité. Dans ce contexte tendu, l'apparition d'une voyante parmi les témoins pressentis pourrait faire sourire. Et pourtant, cette femme, qui aurait eu plusieurs flashs situant le corps dans une décharge proche du domicile du couple, a déjà contacté les enquêteurs à plusieurs reprises. Ces derniers ont d'ailleurs pris note de ces déclarations sans pour autant les acter comme preuve. Car dans certaines affaires criminelles, aussi étonnant que cela puisse paraître, des éléments ont effectivement été retrouvés grâce à des intuitions. Cela ne veut pas dire que la voyance soit un outil d'enquête crédible, mais chaque information, même marginale, peut déclencher une recherche utile. L'autre point d'attention, et non des moindres, concerne le témoignage clé. Celui de l'homme venu spontanément en décembre 2023 signaler l'anomalie sur le chantier. S'il avait parlé quelques semaines plus tôt, son témoignage aurait pu être versé immédiatement au dossier. Mais intervenu après la clôture de l'instruction, il a dû patienter. C'est là que la décision de la Chambre de l'instruction de Toulouse prend tout son sens. Elle redonne une chance à ce témoignage d'être examiné, entendu, analysé, peut-être même vérifié sur site. Il faut dire que dans l'univers de la criminalistique, les erreurs d'enquête ne sont pas rares. Certains dossiers échouent de faute de temps, de moyens ou de coordination entre services. Dans le cas Jubillard, des dizaines de gendarmes, magistrats et techniciens ont été mobilisés. Mais le Tarn reste un département rural avec ses contraintes géographiques, ses zones boisées, ses lieux reculés. Ce n'est pas un hasard si depuis 3 ans, aucun ossement, aucun vêtement, aucune trace de Delphine n'a émergé. La nature protège parfois les secrets plus efficacement que le béton lui-même. C'est pourquoi la justice se montre prudente, mais aussi déterminée. En ordonnant ce supplément d'informations, les magistrats envoient un message clair: rien n'est définitivement clos tant que le corps n'est pas retrouvé. Le procès attendu fin 2024 ou début 2025 se tiendra probablement sans corps, à moins que ce nouveau chapitre de l'enquête ne change la donne. Un procès sans cadavre reste exceptionnel en France, même s'il est juridiquement possible. Il exige des jurés un exercice périlleux, juger sans voir, évaluer sans certitude visuelle, reconstruire un drame dont le cœur, Delphine, est toujours invisible. Mais l'affaire Jubillard, par sa complexité, pourrait devenir un cas d'école. À mi-chemin entre faits divers et polar judiciaire, elle illustre les limites de la procédure pénale face à l'ingéniosité du crime. Car si l'hypothèse d'un corps sous béton s'avérait fondée, alors Cédric aurait non seulement prémédité le crime, mais aussi pensé à l'effacement de la preuve ultime. Et cela changerait tout. D'un suspect flou, il deviendrait un assassin méthodique, déterminé, calculateur. Pour l'heure, il est présumé innocent, et la justice s'honore de le rappeler.
Mais dans les couloirs des tribunaux, dans les esprits des juges, comme dans le cœur des proches de Delphine, la question reste brûlante. Combien de temps encore faudra-t-il attendre pour que la lumière se fasse ? Est-ce qu'un morceau de béton quelque part renferme le silence d'une vérité qu'on ne veut plus taire ? Le poids du silence, l'attente du procès et l'épreuve de vérité, alors que le procès s'apprête à entrer dans sa prochaine phase, l'audience devant la cour d'assises, un paradoxe continue de hanter l'affaire Jubillard. La profondeur de l'émotion collective contraste avec le vide terrifiant des preuves matérielles. Jusqu'à présent, pas d'armes, pas de corps, pas de scène de crime confirmée. Tout repose sur des indices, des incohérences, des silences, autant d'éléments qui tissent un tissu de suspicion, mais qui restent insuffisants pour révéler une vérité judiciaire incontestable. Dans ce contexte d'extrême tension, un procès spécial se prépare, aussi attendu que redouté. Car l'enjeu ici ne se limite pas à la question de la culpabilité de Cédric Jubillard. Ce procès, qui s'est tenu en septembre 2025, a fait écho à toutes les affaires de disparition de femmes et où la justice, privée de son témoin clé, la victime, a dû inventer une nouvelle forme d'enquête. L'affaire Jubillard est ainsi devenue emblématique des crimes familiaux sans corps, où l'absence de corps devient une preuve indirecte, une démonstration d'intention, voire un sang-froid glaçant. Pourtant, malgré cette mobilisation judiciaire sans précédent, la famille de Delphine reste dans l'ignorance. Ses enfants, désormais séparés de leur père, grandissent avec l'idée d'une tragédie qu'ils ne comprennent toujours pas. Sa mère, ses amis, ses collègues continuent de réclamer justice mais aussi reconnaissance, car derrière le battage médiatique, il y a une femme, une mère, une infirmière, un proche. Trop souvent, les reportages oublient les visages. Dans le cas de Delphine, le risque est réel. À force d'analyser les éléments du dossier, on finit par perdre de vue l'essentiel. Elle a disparu, elle n'est jamais revenue, et chaque jour sans réponse ajoute au traumatisme collectif. La réouverture partielle du dossier, grâce à des informations complémentaires autorisées début 2024, apporte une lueur d'espoir. Mais elle soulève aussi d'autres questions. Que faire si le corps n'est jamais retrouvé ? Quel pouvoir peut avoir un témoignage aussi important soit-il, s'il reste isolé ? Et que faire de la douleur des proches, accrochés à chaque rebondissement, à chaque rumeur, à chaque annonce susceptible de mettre un terme à l'attente ? La théorie du corps caché sous une dalle de béton continue de planer comme une ombre. Si elle se confirme, ce sera un changement radical. Elle permettra non seulement au tribunal de juger sur la base de faits matériels, mais aussi de confirmer 3 années d'enquête acharnée. Cela donnera du sens aux patrouilles, aux perquisitions, aux écoutes téléphoniques, à l'analyse minutieuse des plus infimes contradictions. Cela permettra aussi à la France entière, qui a suivi cette affaire pas à pas, de tourner une nouvelle page. Mais si cette hypothèse reste non confirmée, le procès de Cédric Jubillard sera l'un des plus complexes de ces dernières décennies. Un procès où des choses invisibles, possibles, privées devront être jugées. Un procès où le doute ne sera pas un détail, mais le cœur même du débat. Les jurys devront trancher entre le jugement privé et la certitude judiciaire. Entre la mise en garde contre un crime caché et la nécessité de preuves tangibles. Une tâche immense et délicate dont l'issue influencera durablement la jurisprudence. Et puis, il y a la question finale, celle que personne n'ose poser à voix haute mais que chacun murmure, et si Cédric n'était pas coupable ? Qu'en serait-il alors de cette affaire ? Quel serait l'avis de millions de Français qui le considèrent depuis des mois comme le coupable idéal ? Le risque d'erreur judiciaire n'est jamais nul. La présomption d'innocence existe pour cette raison. Protéger les personnes des jugements fondés sur les émotions, les sentiments ou l'opinion publique. Mais dans ce cas précis, force est de constater que le doute n'a pas faibli. Au contraire, les nouveaux éléments, même partiels, pointent dans une direction. Il s'agit d'un homme qui connaît le terrain, le chantier, les matériaux, le bois. Un homme qui, en théorie, a eu le temps, les connaissances et le mobile d'organiser un crime sans laisser de traces. Ce n'est pas une preuve en soi, mais c'est un profil. Et ce profil correspond tellement à Cédric Jubillard qu'il est incontournable. À l'heure où cet article se conclut, la vérité demeure enfouie, peut-être sous une dalle de béton, peut-être ailleurs. Mais ce qui est certain, c'est que la justice n'a pas dit son dernier mot. Elle avance, lentement, prudemment, mais sans relâche. Et si un jour les juges, les jurés, les enquêteurs parviennent à faire émerger cette vérité, alors ce sera grâce à cette obstination, cette volonté de ne rien laisser passer, même des années après les faits. En attendant, le silence continue de peser. Celui de Delphine disparue, celui de Cédric qui nie, celui d'un pays qui regarde impuissant, une famille détruite, un mystère persistant, un procès imminent. Merci d'avoir lu cet article jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché, interpellé ou révolté, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à partager votre avis, vos hypothèses ou simplement votre soutien à la famille de Delphine. Likez, commentez, partagez cet article pour faire vivre la mémoire de Delphine et ne pas laisser l'oubli gagner. Et pour ne rien manquer des prochaines actualités sur cette affaire, abonnez-vous à notre chaîne, notre site.
À très bientôt pour de nouvelles informations. D'ici là, portez-vous bien et restons vigilants.